Bonsoir et bienvenue dans cette édition au sommaire de l'actualité. Ce soir, insécurité. Les quartiers aux environs du pont de l'Émergence Expo 92, zone de prédilection des agresseurs. Les riverains ne dorment plus du sommeil du juste depuis un bon moment. Victimes d'agressions ou de vols à l'arraché, ils réclament plus de patrouilles pour retrouver un minimum de quiétude. Reportage à suivre. C'est officiel, Air Sénégal inaugure sa première ligne vers les États-Unis d'Amérique, une ligne historique, symbole de l'ambition de la compagnie nationale de se déployer partout dans le monde. Investisseurs et citoyens invités à privilégier la compagnie nationale. À suivre le reportage de nos envoyés spéciaux à New York. Afro-basket masculin, les Lions à la quête de leur ticket pour la finale ce samedi, un duel déterminant qui l'opposera à la Côte d'Ivoire. 19e rencontre entre les deux équipes. À suivre les précisions de Saïkou Seydi à Kigali. Et en fin d'édition, la rubrique Fenêtre d'Afrique, nous reparlons de l'affaire de la jeune Guinéenne supposée porteuse du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Les doutes des autorités de Conakry désormais confirmés par une nouvelle analyse effectuée en France. La jeune dame n'a jamais attrapé la maladie. Précision à suivre à Conakry avec notre correspondant permanent sur place. Bonsoir à tous. Les riverains du pont de l'Émergence ex-Sénégal 92 vivent en permanence dans la peur pour cause les cas d'agression. Ils sont monnaie courante depuis un certain temps. Ces populations demandent plus de patrouilles de la police. Reportage signé Mamadou Dian et Seydina Mbaye. Comme tous les matins, le désensablement est amorcé sur le pont de l'Émergence. Un lieu réputé pour l'insécurité qui y plane. Cette zone est l'une des plus criminogènes de Dakar au vu des multiples agressions constatées. Les riverains le déplorent. Khadim Diop tient un magasin de pièces détachées près du pont. Il confirme que les agressions sont permanentes dans ce secteur de Grand Yoff. Il y a trop d'insécurité sur le pont, d'autant plus qu'il n'y a pas de lumière. Ici, les agresseurs créent toujours des embuscades pour commettre leur forfait. Ensuite, ils se dispersent. Cet habitant de Grand Yoff embouche la même trompette. Les alentours du pont sont plus que dangereux, selon lui. L'insécurité est totale dans ce secteur. Il y a toujours des agressions. Parfois, les agresseurs sont sur nos scooters. Les malfaiteurs trouveraient refuge dans ce couloir avant de commettre leur forfait, puis se dispersent. On signale quasiment des cas d'agression très souvent et ce sont les riverains qui en font les frais. Je traversais vers 22h11, 3 agresseurs m'ont intercepté. Ils ont récupéré mon téléphone portable. Je suis parti à la police, mais il n'y a pas eu de suite. Jeudi soir, une femme aurait été agressée et tripotée à la descente du pont Sénégal 92. Une énième agression dans ce secteur redouté de Dakar, où les riverains vivent dans l'effroi au quotidien. Et à Cambérène, les eaux usées provenant des autres quartiers riverains et les eaux de pluie stagnantes deviennent un véritable problème de santé publique pour ces populations. Les services de l'ONAS et la Géroute au banc des accusés selon les populations qui menacent de bloquer la VDN 3 si des solutions ne sont pas trouvées face à cette situation. Reportage Papa Dafaï. Après la pluie, c'est le beau temps. Mais Cambérène ne se reconnaît pas dans cet adage. Au quartier Islam, les jeunes s'affairent depuis le matin à évacuer les eaux. Selon Mandion Ndiaye, la responsabilité de cette situation est partagée entre les populations, les services de l'ONAS et la Géroute. Les travaux inachevés de la VDN 3 sont incriminés. Tort partagé là. D'une part, les populations de Cambérène, les entreprises qui sont sur place. La Géroute et l'ONAS. Pour les populations de Cambé, ils ont branché clandestinement. Sans que le nouveau réseau d'assainissement paraît. Moi, depuis
ce matin bi taw bi arrêté ba léegi égout yi commencé di refouler ba léegi beneen bi la Georoute mais les maisons qui sont devant la route depuis des années ñun ñu ngi wax ni la route fi mu yam waroon nañ fi dugal au moins kër yi nga xamante ni ñoo jàkkaarloo ak la route l'évacuation de eaux pluviales bi nga xamante ni moo nekk ci tali bi. Toutes nos excuses pour cet élément. On voit dans nos prochaines éditions. Dans le même chapitre, lutte contre les inondations, les délégués de quartier de Keur Massar veulent désormais prendre cette problématique en main. Regroupés au sein d'un collectif, ils dénoncent l'attitude et les déclarations du directeur de l'ADM et du ministre Oumar Gueye, disant qu'il n'y avait plus d'eau stagnante dans certains quartiers de Keur Massar, ce qui n'est pas le cas. Reportage signé Mamadou Lamine Fati. Pour lutter contre les inondations, les actions viennent de partout. Le mouvement Yessal de Keur Massar vient en appui aux sinistrés des inondations. Les grandes motopompes permettent d'évacuer ce qui se passe dans les grandes artères. Mais il faut bien sortir les eaux qui sont dans les petites artères, dans les rues secondaires et dans les maisons. Nous sommes venus avec 30 000 masques et 360 bouteilles de gel qu'on a mis à leur disposition. Des électropompes qui seront complétées par quelques motopompes. Donc il y en a 15 électropompes qui ont une capacité de 22 mètres cubes heure chacun. C'est un effort que nous sommes en train de faire, citoyen, qui vise à inspirer d'autres bonnes volontés pour venir en aide aux populations. Le plan d'urgence de lutte contre les inondations n'est pas encore achevé, ce qui met en rogne les populations. Il a plu tout au début et Keur Massar est submergé d'eau. Toutes d'artères ont été impraticables. Quand j'ai entendu Cheikh Issa Sall, le directeur de l'ADM, dire que toutes ces artères ne souffrent d'aucune anomalie, d'aucun problème, ces gens ne font que du volte-face au président de la République. La bonne information, s'il faut l'avoir, il faut aller auprès des délégués de quartier. Les délégués de quartier de Keur Massar sont très remontés contre les entreprises chargées des travaux. Et c'est désolant pour le président de la République qui a injecté 15 milliards pour apporter une riposte énergique contre les inondations. Il est très tôt de se vanter, il est très tôt de donner des résultats, il faut attendre. Parce que le nœud du problème, c'est au mois de septembre. Si on fait le cumul, on n'est pas à 200 mm. Et le Sénégal, il faut 600 mm à Dakar. Donc, on n'a que le quart de la pluviométrie. Le cauchemar de l'année dernière risque de se répéter sans doute pour les populations de Keur Massar, qui souhaitent une meilleure et rapide prise en charge des travaux pour éradiquer les inondations. Et en politique, Yewwi Askan Wi, c'est le nom de la grande coalition d'opposition lancée hier et qui regroupe une vingtaine de partis et mouvements politiques, parmi lesquels Taxawu Sénégal, Pastef, grand parti PUR entre autres, mais la coalition essuie déjà les critiques et les réserves d'autres partis d'opposition comme le Parti démocratique sénégalais ou Bokk Gis Gis. Ça se coupe l'analyse du professeur Moussa Diaw, politologue, avec Mame Abdou Gaye Kassé. C'est important de s'organiser parce que l'opposition a été fragmentée, dispersée, donc fragilisée. Maintenant que les leaders ont pris conscience de cette situation, c'est une initiative politique salutaire dans une opposition démocratique. Le problème, c'est que dans de telles initiatives, bien sûr, tout le monde ne sera pas content, parce que c'est en fonction de la position des uns et des autres. Le PDS a décliné l'offre. De toute façon, on est habitué à de tels jeux de yo-yo du PDS. On l'a vu aux élections précédentes, aux élections législatives, aux élections surtout présidentielles. Les ambiguïtés entretenues par Wade par rapport, bien sûr, à ces négociations avec la majorité. Le Bokk Gis Gis de Pape Diop et un leader comme Mamadou Diop Decroix ont décliné, ont quitté cette initiative-là. Ce qui fait que ça peut affaiblir un petit peu l'effort. À Popenguine-Dayan, des litiges fonciers opposent depuis un moment le maire et deux citoyens qui l'accusent d'avoir la main mise sur leurs parcelles. Des accusations rejetées par les autorités municipales qui parlent de faux et usage de faux sur un terrain appartenant à la communauté. Muntaga Khan, reportage. Deux citoyens de Ndayan qui sont en bras de fer avec le maire de la commune, ils accusent d'avoir spolié leur terre. Le premier soutient qu'il a été dépouillé d'un lot de parcelles qu'il a hérité de son père. Il accuse également l'édile de Popenguine Ndayan
de vouloir lui arracher un terrain dont il a démarré la construction. Pape Alioune Ndoye, que nous avons rencontré dans cette parcelle en construction, n'en démord pas. Le maire a mis la main sur une partie de la seconde moitié du terrain que l'ancien maire de Diass, Al-Sis, avait morcelé pour le faire. Il me fait valser sans me dire rien de probant. Finalement, il s'est rabattu sur une parcelle que je construis pour remettre en cause la légalité. Je me battrai jusqu'à ce que je reprenne bien. Très remonté contre le maire et son équipe, le second plaignant, lui aussi, accuse l'édile de la commune de lui avoir dépossédé de ses parcelles à usage d'habitation. Non, le cas de spoliation ne se trompe pas. Nous avions été légalement attributaires de parcelles d'habitation de la part de la commune de Diass, mais le maire est venu remettre tout en cause, ce que je trouve anormal. Car l'administration, c'est la continuité. Il a réussi même à me déposséder la parcelle que je devais habiter. Et en réponse à ces accusations, le conseiller municipal Omar Sène, qui a parlé au nom du maire Mansour Thiandoum, a nié toutes ces accusations. Il apporte quelques éclaircissements à cette affaire. Il est au micro de Muntaga Khan. Le terrain appartenait à une autre personne. Le gars qui voulait le vendre à la famille Ndoye, le terrain ne lui appartenait pas. Ils ont acheté un faux. C'est ça le problème. C'est pourquoi le maire avait bloqué le dossier, qu'il ne pouvait pas mettre ce dossier-là. Parce que le papier que le gars a amené pour vendre le terrain, c'était un papier illégal. Sur ce même papier-là, il avait vendu un autre terrain. Puis aussi, il a eu des délibérations au temps de Diass, qu'il a déposé au niveau de la mairie, de Popenguine-Ndayan. Comme on dépendait de Diass, donc il est venu pour régulariser. Et nous aussi, on a les délibérations qui ont été approuvées par le sous-préfet de Ndehor, le sous-préfet de Sindia. Donc sur la liste des délibérations, sur tous ces papiers qu'il a eu à amener ici, il n'y a qu'un seul papier qui est en règle, qui a eu l'approbation du sous-préfet et qui est enregistré sur le registre. Donc le maire a pris acte, il a régularisé ce papier-là qui fait 2 hectares et quelques sur l'Institut islamique de 2 hectares. Donc au temps de la communauté rurale de Diass, ils ont commencé à morcer cet institut islamique. Vous l'avez demandé au nom du village, mais pourquoi vous pouvez faire ça, une propriété personnelle? Et c'est un investissement objectif. On avait demandé pour un institut islamique, et vous morcelez et vous vendez. C'est pourquoi en ce moment, le maire doit dire c'est de l'institut, mais on le conserve. Soit on fait une institut islamique ou on fait une école, quelque chose comme ça. Et je vous le disais en titre, Dakar, New York, Washington, c'est désormais possible via la compagnie nationale qui a effectué son vol inaugural ce jeudi. Un voyage qui s'est bien passé au grand bonheur des centaines de passagers à bord. Parmi eux, le président du Conseil national du patronat, Baïdi Agne, qui invite d'ailleurs les investisseurs et fonctionnaires à privilégier la compagnie nationale. Retour sur ce premier vol d'Air Sénégal vers le pays de l'oncle Sam avec nos envoyés spéciaux. Maram Diaye et Seleman Diallo. Il est 6h45 à New York. Casamance vient d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy, vol inaugural de la ligne Dakar, New York, Washington d'Air Sénégal avec son Airbus A330-900 Neo. Plusieurs nationalités étaient à bord de l'Airbus Casamance et elles ont profité de la teranga sénégalaise, même en plein vol. Une ligne qui est venue à son heure de l'avis de Baraka Kou. La compagnie nationale a séduit l'Américain. Dakar, un hub aérien, un rêve qui est en train de devenir une réalité. En tout cas, Abdelkader Kadji, artiste comédien sénégalais, s'est dit très satisfait. Cette compagnie n'est pas seulement aux Sénégalais, mais à toute l'Afrique, c'est aux Africains. Alors c'est à nous de valoriser ce qu'on a et n'hésitez pas à prendre cette compagnie. Je ne le dis pas parce que je suis dedans, mais les gens, les hôtesses, ils savent accueillir. Alors pour une fois, on a quelque chose qui est à nous et on doit valoriser tout ça. Et pour ce premier vol, des personnalités sénégalaises étaient également au rendez-vous à bord de l'appareil. Parmi elles, Baïdi Agne, le président du patronat sénégalais, fait la promotion de la consommation locale. Je pense que tous les grands pays où ils ont des compagnies aériennes, déjà il doit y avoir, à mon sens, une exigence pour tous les gens
qui dépensent l'argent public à prendre la compagnie nationale autant que possible, s'ils font le service de cette destination. Et au secteur privé, nous-mêmes qui théorisons et nous nous battons pour ce que nous appelons le contenu local, nous devons nous l'appliquer nous-mêmes en essayant le plus possible de voyager aussi avec la compagnie nationale. Par le passé, le Sénégal avait d'autres compagnies nationales, mais elles n'ont pas su convenablement prendre leur envol. Mais pour le directeur du groupe E-Media Invest, Air Sénégal peut bel et bien relever ce défi. Les gens qui parient là tout de suite que bon, ça n'ira pas loin. Je pense que Air Sénégal doit prouver que le ciel constitue la limite, comme on dit, sky is limit. Il faut plutôt, moi, je pense, faire confiance à cette compagnie en se disant que ce que les autres ont réussi chez eux et ailleurs, nous devrons être en mesure également de le faire. Non, je pense que nous devons tous afficher notre fierté, afficher également notre détermination à soutenir cette compagnie. Moi, je pense que partout où l'Air Sénégal va, je pense qu'un Sénégalais, quel que soit son rang et son niveau social, je pense, doit penser à prendre l'appareil d'Air Sénégal, l'avion d'Air Sénégal, parce que c'est comme ça aussi qu'on montre son patriotisme économique, sa fierté, la préférence nationale, comme on dit. Air Sénégal a pris son envol avec cette ligne Dakar-New York-Washington, un vol direct pour concurrencer désormais les grandes compagnies d'envergure mondiale. Parlons économie, le prélèvement de conformité, de quoi s'agit-il réellement? Si l'on en croit l'inspecteur principal des impôts et domaines, il ne s'agit pas d'une sanction, mais plutôt d'une manière de rééquilibrer la balance économique nationale. Les précisions de Dr Abdoulaye Ning au micro de Sophie Abba. Le prélèvement de conformité fiscale PCF est un dispositif d'incitation au civisme fiscal, au civisme et à l'équité fiscale. Donc, il est de 12% sur la valeur en douane des marchandises importées. Cela veut dire que tout importateur au Sénégal qui n'est pas en règle de ses obligations déclaratives, donc au regard de l'assiette et du paiement et du recouvrement, se voit imposer ce prélèvement de conformité fiscale au cordon douanier. Donc maintenant, les contribuables qui sont en règle sont dispensés du paiement de ce prélèvement-là et se verront attribuer une attestation de non-assujettissement via une plateforme électronique qui délivre l'attestation avec un QR code sécurisé. Donc vraiment rappeler que ce n'est pas du tout un impôt, mais c'est tout simplement un dispositif d'incitation, disons, au civisme fiscal, à l'équité fiscale. Si tout le monde se conforme, l'assiette sera élargie, parce que c'est ça qu'on recherche, que effectivement tous les contribuables puissent participer à l'effort de développement national. Parce que de mon point de vue, il n'est pas acceptable que certains contribuent alors que d'autres effectivement évoluent en marge de la légalité fiscale. Ce n'est même pas juste et je pense qu'aujourd'hui, avec ce prélèvement, nous osons espérer que tous les contribuables se formaliseront dans les plus brefs délais et qu'on arrivera effectivement à participer au développement national de manière unanime. Effectivement. Donc c'est ça vraiment qui est recherché comme objectif par rapport à ce prélèvement de conformité fiscale. Notez aussi que le colonel Ousmane Ali Kane quitte le commandement de la zone militaire numéro 3 de Kaolack pour rejoindre l'Institut de défense du Sénégal IDS après 2 ans à la tête de la zone centre où il a marqué son empreinte avec de grandes réalisations. Le compte-rendu signé Adam Assar. Le colonel Ousmane Ali Kane est arrivé à la tête du commandement de la zone militaire numéro 3 le 1er août 2019. Après 2 ans de service, il revient sur son bilan. Aujourd'hui, toutes les bonnes frontalières sont connues, sont identifiées, sont pelotées, sont coordonnées. En tout cas, celles que nous avons fréquentées. Le 3e bataillon, le 23e Béra, le BTG, l'École nationale de sécurité active, le centre d'entraînement tactique, capitaine Abdoulaye Ngom, bientôt le camp de Koungheul, bientôt encore un autre camp vers Kawon, à Maka Kawon, pour une base aérienne que nous allons bientôt ériger à Maka Kawon et à Kaolack. Tout cela par notre action, mais aussi par le soutien de l'administration.
Sur son successeur, le colonel Ousmane Ali Kane présente un homme de valeur. Souhaitant la bienvenue à mon successeur, mon jeune frère, le colonel Ndiaye, qui, comme il a dit, tient quand même un homme extrêmement poli. Le professionnalisme, on n'en discute pas. Il mettra la barre très haut, mieux que là où il est, il n'y a pas de doute. Donc je demande à tous d'être derrière lui, de serrer les rangs autour de lui et ensemble pour que la zone puisse encore grandir. Le commandant de l'ENSOA, le colonel Badara Ndiaye, parle d'un homme de rigueur. En effet, nommé à ce poste en août 2019, vous avez su, malgré l'ampleur des tâches, mon colonel, accomplir avec toute la complicité des décisions à prendre et impulser à l'équipe dont vous étiez le capitaine, qui ont été déterminantes dans l'exécution et la diligence du travail. Le colonel Ousmane Ali Kane est affecté à l'Institut de défense du Sénégal, IDS, de Dakar. Et dans l'actualité sportive, basketball, le Sénégal affronte la Côte d'Ivoire ce samedi en demi-finale de l'Afro-Basket 2021. Ce sera le 19e duel entre les deux équipes depuis 1997. 8 victoires pour chacune. Le match de demain sera donc un match déterminant pour une place en finale. Ce sera la 20e demi-finale du Sénégal en compétition continentale. Saïkou Seydi depuis Kigali. C'est la 29e phase finale de Coupe d'Afrique de basketball pour le Sénégal. Absent de la première édition en 1962, les Lions de la Teranga ont pris part à toutes les campagnes qui ont suivi et ont été à 16 reprises sur le podium. 5 médailles d'or, 6 argent et 5 bronzes. Depuis sa victoire de 1997 à domicile, le Sénégal court derrière le sacre continental. Entre-temps, les Lions n'ont disputé qu'une seule finale. C'était celle de 2005 qu'ils avaient perdue devant l'Angola. Boniface, sélectionneur national qui souffle sa 44e bougie aujourd'hui, était le MVP de l'édition d'ailleurs. Quant à la Côte d'Ivoire, elle n'a plus remporté le trophée continental depuis 1985, année de son deuxième sacre. Les éléphants ne sont montés sur le podium que 5 fois. Ce sera la 19e confrontation entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire en phase finale d'un Afro-Basket depuis 1997, année du dernier sacre du Sénégal, 95-78 en match de poule. Les deux équipes vont s'affronter l'édition suivante, 1999 en Angola, en match de classement que les champions en titre de la précédente édition vont remporter 87-70 lors de l'Afro-Basket de 2001 au Maroc. Les Lions prennent également le dessus en match de classement 73-60. La dernière en date, l'édition de 2013 que la Côte d'Ivoire a accueilli. Les Ivoiriens perdent le match de 3e place 56-57 devant la Banda Viendoï. Pour la Côte d'Ivoire, 8 victoires également en 2007. Les Ivoiriens avaient battu les Lions lors de l'Afro-Basket en Angola en match de poule 65-63. En 2009, s'en sont suivis des victoires en Libye en quart de finale 84-78, en 2011 au Madagascar, en quart de finale également 75-59 et en match de poule à Abidjan en 2013. 74-46. Les Lions du Sénégal affrontent la Côte d'Ivoire samedi en demi-finale, l'une des équipes favorites du tournoi, auteur également d'un 4/4, tout comme le Sénégal. C'est d'ailleurs la deuxième meilleure scoreuse, 353 points derrière le Sénégal, 374. Les deux équipes se tiennent de près, même en termes de statistiques. Et dans l'actualité ailleurs, en plus bref, au Niger, l'épidémie de choléra a fait 104 morts parmi les 2874 malades recensés dans 6 régions du pays, dont la capitale Niamey, d'après le ministère de la Santé. La tranche d'âge comprise entre 15 et 37 ans est la plus touchée par l'épidémie, précise le ministère, et avec le soutien de Médecins sans frontières, l'ONU et l'Union européenne, le Niger tente de juguler l'épidémie et parle de l'extinction d'une dizaine de foyers sur 28 actifs à travers le pays. Et puis au Nigeria, enlèvement de masse, 4 États du nord et du centre du pays imposent des séries de restrictions aux résidents pour mettre un terme à ce phénomène et aux autres crimes violents qui sévissent dans cette région. Et parmi ces mesures, à partir de mercredi, les marchés hebdomadaires de bétail sont suspendus dans l'État du Niger, selon le porte-parole du gouvernement local, Ahmed Matan, dans un communiqué.
Dans cette rubrique Fenêtre d'Afrique, on reparle ce soir de la jeune Guinéenne déclarée positive à Ebola le 14 août dernier à Abidjan qui n'avait pas réellement attrapé cette maladie. Une nouvelle analyse effectuée en France a révélé qu'il n'y a aucune preuve de la présence du virus Ebola chez cette patiente. Les précisions depuis Conakry, Mohamed Mokhtar Souaré. Bonjour chers toutes et tous, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de ITV. C'est un plaisir de vous retrouver ce jour pour vous parler d'un sujet déjà disons abordé ici sur vos antennes, et puis on revient aussi sur ce même sujet parce qu'effectivement ça a évolué. On va parler du cas Ebola, donc de ce cas Ebola importé en Côte d'Ivoire, mais cas venu de la Guinée, une jeune dame, vous vous souvenez. Alors depuis ça a évolué parce que finalement il n'y a pas cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Finalement la jeune dame qui était donc suspectée porter le virus n'était pas malade d'Ebola, alors là pas du tout, ce qui donne donc raison aux autorités guinéennes qui il y a à peu près une dizaine de jours avaient émis des doutes par rapport donc à ce cas, notamment en se fondant sur plusieurs hypothèses. D'abord premier point, donc beaucoup de situations liées donc à l'évolution de la maladie de la jeune dame posait problème, d'appeler le ministre de la Santé à l'époque. Et puis deuxième hypothèse, il y a le fait que cette dame est venue de la région de l'Abbé, cette région qui n'a jamais enregistré de cas d'Ebola. Donc tout cela a fait qu'effectivement les autorités guinéennes ont demandé donc à l'OMS de repasser le test qu'ils ont repassé, et puis ils ont donné donc raison aux autorités guinéennes. Il faut dire que hier l'Agence nationale de la sécurité sanitaire a animé donc un point de presse pour demander aussi bien aux Guinéens qu'à la presse de manière globale de vraiment mettre bas la terre, d'oublier le problème, rappelant que dans le cadre de la gestion des épidémies, c'est des situations souvent qui arrivent. Il arrive que l'on fasse de faux diagnostics, et donc c'est ce qui est arrivé dans ce cas-ci. Mais ce qui est sûr, c'est que quand même, il y a eu quand même beaucoup de conséquences, fermeture des frontières, et puis nous apprenons qu'il y a eu certains Guinéens qui ont été un petit peu, disons, taquinés par les Ivoiriens comme ils savent si bien le faire. Donc il y a eu des cas comme ça, et aujourd'hui on est tout heureux de savoir qu'il n'y a pas Ebola en Côte d'Ivoire, et puis la Guinée aussi s'en sort, disons, avec l'esprit tranquille, en sachant notamment que voilà, la Guinée n'a pas créé de problème à son voisin, la Côte d'Ivoire. Merci Mohamed Mokhtar Souaré pour toutes ces précisions. C'est ce qui met en terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur ITV.